Nicolas Chaudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au Salon Faites Lire du Mans parce que vous publiez Mortel Bouquet aux Presses de la Cité. Donc vous êtes romancier, éditeur d'art. C'est publié donc aux Presses de la Cité à la collection Terre Sombre, qui est une collection consacrée au polar. Arrêtez-moi si j'ai une bêtise. Oui, exactement. C'est-à-dire que des auteurs d'autres choses que de polar sont invités à se frotter à ce style à condition de créer une intrigue qui se produirait dans leur région d'élection. Avant d'arriver à l'intrigue, on a l'impression que la Terre Sombre, en fait, si on vous lit, j'allais dire si on vous écoute, mais plutôt si on vous lit, c'est le Maine. Vous décrivez donc un néant identitaire de ses habitants. Le végétal dégoûte ici d'une eau lourde et collante. Pourquoi tant de dureté ? Alors, c'est pas si dur, mais c'est pour créer une ambiance. D'abord, il est vrai que le Maine, la Sarthe et la Mayenne d'aujourd'hui, le Maine est une province de transition entre le bassin parisien et la Bretagne, entre la Normandie et l'Anjou. Donc, et la Touraine. Donc ça a toujours été une région de confins. Et les régions de confins ont une identité très particulière parce que même, regardez la Sarthe, si vous êtes au nord de la Sarthe, vous êtes déjà dans les collines boisées de Normandie. Si vous êtes au sud de la Sarthe, vous êtes au bord de la Loire. Alors du Loire, mais de la Loire. Donc l'identité est très diffuse. En fait, ce qui fait l'identité de la Sarthe, c'est peut-être le Mans. Mais il n'y a pas un Sartois qui se ressemble sur les frontières du département. C'est ce qu'on appelait peut-être à l'époque au Moyen-Âge les marches. Exactement. Mais le Maine est un comté de marches. Exactement. On va revenir à votre ouvrage. Donc le protagoniste Pierre Fauvelière est un jeune assistant conservateur qui a, je ne vais pas dévoiler l'intrigue, on s'en rend compte assez rapidement, un côté intrigant, assez désabusé. Il a été refusé du Louvre. Ça se passe dans un château. Des œuvres d'art ont été entreposées sans trop de protection pendant la Seconde Guerre. On les répertorie pour les ramener à Paris et soudain, il y a un meurtre. Exactement. C'est-à-dire que plus exactement, on retrouve un expert noyé dans une mare où personne normalement n'aurait dû se noyer. Et ça se passe effectivement au moment où l'administration du Louvre récupère tous les tableaux qu'elle avait entreposés dans divers châteaux de l'Ouest pour les soustraire au bombardement dont les grandes villes auraient pu être sujettes. Et donc, il est vrai que le château de Sourches, à l'ouest du département de la Sarthe, aux confins de la Sarthe et de la Mayenne, le château de Sourches a abrité pendant 5 ans les plus grands tableaux du Louvre. Des Véronèse, les Noces de Cana de Véronèse, mais aussi des Rubens, des Fragonard, des Boucher, des Courbet, des grands tableaux de Gustave Courbet, l'atelier de l'artiste ou Enterrement à Ornans, étaient déposés au château de Sourches, pardon. Il y a d'ailleurs écrit Louvre sur le château en cas d'éventuel bombardement. Dites-nous en plus. Exactement. Les conservateurs qui étaient chargés de la garde du dépôt avaient fait déposer des planches de bois peintes en blanc sur le grand parterre de Sourches et formaient ces lettres, enfin cet accrochage, formait un gigantesque Louvre visible depuis les hautes altitudes où croisaient les bombardiers, de manière à ce que les Anglais, les Américains ne jettent pas une bombe sur cet énorme château. Il est marqué Louvre pour qu'ils le voient depuis le ciel, quoi. Vous êtes vous-même, on l'a dit, éditeur d'art. Pourquoi avoir choisi ce thème des œuvres entreposées pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Le grand public pense aujourd'hui au film Monuments Men. Alors effectivement, ça nous parle de ces Monuments Men-là. Bon, le film n'était pas vraiment à mon goût. Les Jean Dujardin y incarnent un Jacques Jaujard très hypothétique comme Cate Blanchett. Il incarne une Rose Valland qui n'a jamais été telle qu'elle est décrite là. Mais c'est assez passionnant parce qu'il fallait créer une intrigue policière, un roman noir. Donc il fallait un climat déjà un peu tendu. Et moi, quand on m'a dit qu'il fallait que je le fasse dans la Sarthe, je me suis dit, mais c'est le moment idéal. Vous imaginez tous les trésors de la nation cachés dans les caves d'un château éloigné, loin, vraiment noyé dans un immense domaine avec, comment dirais-je, avec des marquis mystérieux, des marquises retranchées dans leurs chambres, etc. On pouvait créer une atmosphère extrêmement propice au roman noir, tout en s'appuyant sur la réalité. Alors vous savez, moi j'écris énormément de récits historiques, d'essais d'histoire, etc. Et donc là, ça me permettait de rester moi-même, tout en m'introduisant par effraction, en quelque sorte, dans le genre du roman noir. Nicolas Chaudin, d'ailleurs, dans ses personnages fantasques, on a parlé d'un marquis fantasque, de sa fille qui vit recluse, avec une mystérieuse maladie. Quelle est la part de réalité et la part de fiction dans tout ça ? Alors c'est un livre qui est très documenté parce que effectivement les faits historiques qui sont relatés dans le livre sont parfaitement authentiques. En revanche,
les personnages réels qui interviennent disent des choses dans le livre qu'ils n'ont pas dites dans la réalité. Et j'ai tellement mêlé vérité et fiction, j'ai tellement mêlé l'histoire et le baratin, si vous voulez, qu'à la fin, j'ai ajouté, à la toute fin du livre, j'ai ajouté un petit chapitre final qui, si vous voulez, rétablit, fait la part du vrai et du faux. Parce que je ne voulais pas que les lecteurs que j'ai bernés à longueur de page sortent convaincus de ce que j'avais dit était vrai. Il fallait qu'ils comprennent ce qui relevait de la pure fantaisie. Il y a notamment un château dans lequel vous mettez des châtelains vaguement collaborationnistes sans que ce soit prouvé. C'est faux tout ça? Ah, bien sûr, les pauvres qui sont des victimes. C'est un vrai château d'ailleurs. Mais le château de Bordigné a véritablement existé. Il est aujourd'hui un lycée agricole. Je l'ai choisi parce qu'il était à côté de Sourches. Et donc, oui, jamais Bordigné n'a connu les heures tragiques que je décris dedans. Et jamais ses propriétaires n'ont collaboré avec l'occupant. Mais d'ailleurs, les héros malheureux de l'intrigue n'ont pas plus collaboré que les anciens propriétaires de Bordigné. Ouais, non. C'est quand même dommage que peu de Sartois savent que leur département a accueilli des Véronèses, des Rubens. Les actuels propriétaires de Sourches, monsieur et madame de Foucault, font pas mal d'efforts pour rappeler à la mémoire des Sartois que ce château a été une annexe du Louvre pendant 5 ans. Mais comme tout apprentissage, ça prend du temps et c'est à force de visiter Sourches que les Sartois et les autres se rappelleront qu'effectivement les trésors du Louvre, c'est-à-dire les trésors de la nation, ont véritablement séjourné dans la Sarthe. On retrouve beaucoup de lieux communs que connaissent tous les Sartois. Je pense notamment à la statue du général Chanzy. Et vous mettez tout ça au cœur de l'intrigue. Vous mettez ça à votre sauce. Voilà, parce que le but c'était vraiment d'ancrer le livre dans la Sarthe, que j'aime, puisque j'y vis depuis 35 ans. Et c'était une manière aussi de rendre justice à cette ville du Mans et ses monuments, ses différents hauts lieux, si vous voulez, afin que les gens se les réapproprient. Et c'est vrai, la statue de Chanzy qui a été changée de place, qui est passée de la place de la République à la place de la Maison Dieu Coeffort, là, est beaucoup moins visible maintenant, alors qu'elle raconte l'histoire du Mans, la bataille du Mans en 1871, qui a été une bataille sanglante, qui a scellé le sort de la guerre franco-prussienne, et où beaucoup de Sartois sont morts. Et donc je voulais absolument rendre hommage à l'armée de la Loire. Et pourquoi pas un ouvrage maintenant sur l'armée de la Loire? Pourquoi pas? Il y en a eu beaucoup d'écrits et je ne suis pas un historien militaire. En revanche, l'éditrice de la collection Terre Sombre, qui a beaucoup aimé publier Mortel Bouquet, veut que j'en écrive un autre. Et alors je me demande quand même si je vais pas essayer de créer une intrigue bien noire autour des 24 heures du Mans, mais autour d'une édition plus ancienne, genre juste avant la Seconde Guerre mondiale, un duel entre, je sais pas, Mercedes et Delahaye par exemple. Vous n'avez pas parlé du drame de 1955 ? Non, parce que d'abord c'est vraiment sinistre. Moi je connais des témoins, je connais des gens qui étaient là. Je connais notamment une dame qui a été sauvée par son père, qui a compris ce qui se passait et qui l'a couchée au sol. S'est couché sur elle et tous les gens autour d'eux sont morts. Et elle et son père ont échappé parce que son père a compris tout de suite que la voiture de Levègue, en rentrant dans le mur, allait voler. Il en est suffi d'un quart de seconde. Donc, c'est une histoire qui est encore vivace. C'est une histoire qui a fait 80 morts, qui a marqué à jamais le sport automobile. J'ai pas du tout envie de me délecter de cette horreur. Non, je pense qu'une histoire d'espionnage industriel dans les années 30, qui met aux prises l'Angleterre, la France et l'Allemagne, et l'Italie, pourquoi pas, serait quelque chose de beaucoup plus amusant, avec quelques meurtres, là encore, dans des châteaux, dans des auberges, avec des accidents fictifs. Enfin bref, on pourrait beaucoup s'amuser. Ça ressemble pas à une conversation au fil de l'eau. On a l'impression que vous avez déjà préparé ça. Eh ben, pourtant, c'est une conversation au fil de l'eau, parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est vous qui me le faites dire, en fait. Au départ, j'y ai pas vraiment pensé, mais. Je serai dans les remerciements si ce livre sort un jour. Oui, laissez-moi votre carte, surtout. Par contre, on va revenir sur 1870. Si je vous ai posé cette question, c'est que vous n'êtes pas, vous le dites, historien militaire, et pourtant vous avez beaucoup écrit sur le Second Empire, et notamment sur la débâcle de 1870.
J'ai beaucoup écrit sur le Second Empire, mais qui n'est pas qu'une histoire militaire. Le Second Empire a renouvelé l'économie du pays, a fait rentrer la France dans une espèce de modernité industrielle à laquelle elle hésitait, devant laquelle elle hésitait, même pendant le règne de Louis-Philippe. Donc moi, ce qui m'avait fasciné au départ, puisque je suis historien de l'art de formation, l'idée c'était de parler d'Haussmann et des transformations de Paris. Et j'ai commencé par écrire sur Haussmann, et puis en écrivant sur Haussmann, je me suis mis à écrire sur Napoléon III. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu une espèce de spécialiste du Second Empire. Mais maintenant, j'essaye un peu de m'en libérer, de m'en affranchir. J'aimerais beaucoup écrire, par exemple, sur les années pop. Vous voyez, j'essaye là d'imaginer un roman qui mettrait en scène des personnages des années 70, oui. Merci Nicolas Chaudin. Donc pour rappel, votre ouvrage Mortel Bouquet, édité aux Presses de la Cité et collection Terre Sombre, se passe ici en Sarthe. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli à votre micro.